Bonsoir à tous, désolé pour ce léger retard. Chers téléspectateurs, vous êtes bien sur REC, la web TV du campus de Champs-sur-Marne. Il est 19h17 et vous regardez REC On Air. Merci de nous retrouver ce soir sur Twitch. Je vous souhaite de passer un très bon moment en notre compagnie. Et figurez-vous que je ne suis pas le seul de l'association REC ce soir, puisque j'ai la compagnie à ma droite de Epainet. Bonsoir Epainet. Bonsoir Nathan, bonsoir aux auditeurs. Ça va bien ? Ça va. Content d'être là aussi ? Naturellement, comme toutes les semaines. Tu es un fidèle chroniqueur de l'émission. Merci. On aura l'honneur d'écouter ta chronique tout à l'heure. On a aussi le grand retour d'Anna. Oui, j'étais pas là la semaine dernière. Désolée. Je suis là. Tu as manqué à nos auditeurs qui voulaient retrouver ton Anna chronique. Ah bah les vrais dates de retour. Ça va être incroyable. Nous avons aussi, comme chaque semaine, un ou une invitée. Ce soir est une invitée. Maëva, chargée... J'ai oublié. Chef de projet de la mission égalité. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas lors de nos entretiens qui seront juste après, je vous rassure. Donc bonsoir Maëva. Bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes content ? Oui, très heureux de découvrir ce studio. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous. En tout cas, on a concocté plein de questions. Ça se passera en 3 entretiens ponctués de chroniques, d'interludes. On en profite aussi pour, chers viewers, de vous demander de vous abonner à cette chaîne Twitch, Important. À cette chaîne YouTube si vous regardez le replay, bientôt sur Spotify aussi. Un jour mais peut-être. non. Ça fait 2 mois que je dis que c'est bientôt, mais un jour ça va venir. Ce sera incroyable. Sûr. Et en tout cas, je vous invite à ne pas rater les autres émissions qui ont lieu chaque semaine. Vous êtes connectés sur REC, la web TV étudiante de l'Université Gustave Eiffel. Nous sommes le jeudi 6 mars. Il est 19h19 et c'est REC On Air saison 3, épisode 10. Très bien. Premier entretien avec Maëva de la mission égalité. Qu'est-ce que la mission égalité en somme ? En fait, la mission égalité, c'est un service de l'université. C'est une bonne question parce que souvent, on nous confond avec une association. On n'est pas une association, hein. On est un service comme le service de la scolarité, le service d'insertion professionnelle des étudiants et étudiantes. Et notre travail, c'est de mettre en œuvre la politique d'égalité de l'établissement. Donc, ça va être des choses très concrètes. On fait de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, notamment dans les réunions de rentrée des étudiants et étudiantes. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la question de l'égalité professionnelle. Donc ça concerne plus les personnels de l'établissement. Lutter contre les inégalités de salaire, donc proposer par exemple des mesures correctives à ces inégalités de salaire. Voilà, on fait tout un tas de choses qui permettent de partager une plus grande culture de l'égalité au sein de l'université. Très bien. On se demandait aussi un peu combien de personnes vous êtes à la mission égalité. Ça représente beaucoup de gens ? En fait, il y a 2 vice-présidents, vice-présidentes. Donc Caroline Trotteau, qui est la vice-présidente égalité. Elle est enseignante-chercheuse en littérature. Et Olivier Brossard, qui est son adjoint, qui est lui aussi enseignant-chercheur à l'UFR LCS, donc en anglais. Et puis, moi, j'ai 2 collègues, Daniela Lopez, qui s'occupe plus particulièrement du dispositif de signalement des situations de violences sexistes, sexuelles et des discriminations à l'établissement. Donc, c'est elle qui accueille beaucoup les étudiants et les étudiantes qui sont victimes de situations de violence et qui souhaitent témoigner de la situation dont elles ont été victimes pour que l'université les aide et puis mettre fin à la situation. Et mon autre collègue, Louise Bourgoin,
avec qui on travaille aussi sur la question de la sensibilisation. Voilà, Louise intervient beaucoup lors des réunions de rentrée également. Et puis, elle est aussi chargée de mission à l'Observatoire national des discriminations dans l'enseignement supérieur, qui s'appelle l'ONDE. Voilà, c'est son acronyme. C'est pour ça que j'ai vu marqué onde dans les papiers. Ok. En fait, j'ai oublié de vous remercier déjà d'avoir accepté l'invitation. En fait, j'étais un peu bloqué. J'ai zappé la première phrase, donc merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Merci à vous de m'avoir invité. Puisque la dernière fois que vous étiez venu, c'était le 27 novembre 2023. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était Léonie à l'époque, qui devait être un emploi étudiant. Donc, si j'ai bien compris, vous employez pas mal d'étudiants. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. J'ai pas parlé de notre emploi étudiant actuel qui s'appelle Quentin Dumortier, qui est étudiant en 2e année de musique. Ah non, il est en musique. Ah, parce que vous le connaissez ? Non, bon. Quentin, vous avez dit. Dumortier. Ah non. Quentin, si tu nous écoutes. Salut Quentin. Non, il est étudiant en 2e année de musique. Donc lui, il étudie sur le campus, enfin ici sur notre campus, mais vous savez, dans le bâtiment Alexandra David-Nel, qui est situé de l'autre côté du RER, parce que là on est à la maison de l'étudiant et c'est pas au même endroit. Et oui, l'année dernière, c'était Léonie qui était venue, je pense, elle était intervenue pour dans le cadre des tribuns, il me semble. Alors, elle était venue, il me semble, pour les tribuns, mais elle était aussi venue pour notre émission Reconnair. Ok. Elle avait parlé, je ne sais plus de quel sujet. Il y avait un événement en cours, c'est pour ça. C'était en novembre. Je n'ai pas regardé toute l'émission. Bravo. Ça prépare, mais... Ouais. Non, je rigole. J'assume pas mes... Oui, non, mais... Désolé. Donc, quel est le parcours avant de travailler à la mission Égalité ? Par exemple, toi, quelles études vous avez fait à la mission Égalité ? Quelle expérience professionnelle avant ? C'est très varié. La plupart des collègues qui travaillent à la mission Égalité ont fait un master en études sur le genre. Voilà, donc c'est très pluridisciplinaire, ça mêle de la sociologie, de l'histoire. Et l'idée derrière, c'est d'étudier la place des femmes, en fait, dans toutes ces disciplines. Après, il y a des parcours divers. Par exemple, Daniela, elle était avocate avant d'arriver à l'université. Et elle a beaucoup travaillé dans des associations d'aide aux victimes de violences conjugales. Et moi, de mon côté, rien à voir. Moi, j'étais archiviste avant de faire ce travail. Et j'ai fait un diplôme d'études sur le genre, voilà, à la suite d'une reconversion professionnelle. Très bien. Et donc voilà, c'est pour susciter un peu les vocations, si jamais certaines personnes sont intéressées. On interviewe toujours les invités sur leurs études. Vous avez un atout majeur quand même à la mission Égalité de l'université Gustave Eiffel, comparé à d'autres universités. Donc ça a été une volonté politique que votre champ d'action concerne aussi les étudiants. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? En fait, ce qui est obligatoire dans notre travail, c'est l'égalité professionnelle. Parce qu'il y a des dispositifs globalement réglementaires qui obligent tous les établissements publics à travailler sur les inégalités entre les femmes et les hommes chez les personnels de l'université. Et effectivement, le choix qui a été fait par l'établissement, c'est d'intégrer les étudiants et les étudiantes dans le plan en faveur de l'égalité qui vient d'être voté dans les instances de l'université et que vos représentants étudiants ont également adopté. Et dedans, effectivement, on a inséré et on a souhaité faire en sorte qu'il y ait des mesures et de nombreuses mesures qui concernent les étudiants et les étudiantes. Alors, à la fois sur la situation qu'elles vivent ou qu'ils vivent en matière de violence sexiste ou sexuelle, puisque ça n'aurait aucun sens de traiter les situations de violence qui concernent les personnels sans traiter les situations de violence qui concernent la très grande majorité des personnes qui composent notre établissement. Et, mais pas que. Par exemple,
Il y a des mesures qui concernent la précarité menstruelle avec l'installation de distributeurs de protection périodique sur l'établissement. Ça concerne très concrètement les étudiantes qui sont menstruées et qui ne peuvent pas se payer des serviettes ou des protèges slips tous les jours et donc qui peuvent y avoir accès. Donc, vous mettez aussi en place des MOOC ou des yeux d'ouverture, si j'ai bien compris. Pouvez-vous en parler un peu à nos auditeurs de ces formations? On n'a pas encore travaillé sur les yeux d'ouverture. Par contre, il y a un MOOC effectivement qui existe et qui est disponible sur l'ENT. En fait, tous les étudiants et toutes les étudiantes peuvent le passer. C'est un MOOC sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, on invite vraiment l'ensemble des étudiants qui sont intéressés, et pas que, mais évidemment... Là, quand on invite à le faire, on parle aux gens qui sont intéressés. Oui. À aller regarder ce MOOC, c'est vraiment c'est assez ludique et puis ça permet de comprendre et d'identifier ce que sont les situations de violence sexiste ou sexuelle. Et puis, et à la fin, il y a un questionnaire, c'est vraiment très sérieux. Et l'idée derrière, c'est d'avoir une attestation qui... montre que vous avez suivi le MOOC et c'est pas possible de suivre le MOOC et d'avoir l'attestation positive si on fait du clic-clic et qu'on regarde pas les vidéos. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il est sérieux et donc ça permet d'élever le niveau d'éducation en fait sur ces situations. Donc nous, on invite vraiment tout le monde à aller le consulter et le regarder. Ouais. Ok, et il y a aussi des conférences et des formations de lutte contre les VSS que vous organisez. En quoi ça consiste concrètement ? Là, par exemple, on a lancé notre mois de l'égalité. Effectivement, on a pas mal de conférences Ça sera le 2e entretien. Ah, ok, d'accord. Et les conférences et les sensibilisations, les formations concernent à la fois les étudiants et les étudiantes et les personnels. Parce que nous, on se dit qu'à la mission égalité, c'est important que les étudiants et étudiantes soient outillés, sachent ce que sont les situations de violence sexiste ou sexuelle ou de discrimination et également sachent identifier les inégalités qui peuvent exister entre les femmes et les hommes, entre étudiants et étudiantes à l'université. Mais c'est aussi important que leurs enseignants, leurs enseignantes, les personnels qu'ils vont voir tous les jours, par exemple, quand ils vont dans leur secrétariat, soient aussi outillés pour, ne pas produire des violences, c'est déjà le minimum, et puis 2, savoir bien orienter les étudiants et étudiantes lorsqu'ils sont ou lorsqu'elles sont confrontées à ce type de situation. Donc voilà, c'est très important et ça, on tient aussi beaucoup. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas oublié les étudiants et étudiantes. On parle souvent, il faut former les étudiants, il faut former les jeunes. Voilà, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut former tout le monde, pas que les jeunes, pas que les étudiants et étudiantes, aussi les personnels avec qui ils interagissent. Et avec qui ils sont au quotidien à la fac. Très bien. Vous avez parlé brièvement du dispositif de signalement, donc vous le mettez en place et vous le gérez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En quoi ça consiste, pourquoi et comment l'utiliser ? En fait, le dispositif de signalement, c'est obligatoire. Dans toutes les universités, on est tenu d'avoir un dispositif à la fois signalement, donc d'alerte de l'établissement, mais aussi de traitement, donc des situations de violence sexistes, sexuelles et de toutes les discriminations. Donc il peut être du racisme, du validisme, des LGBT-phobies. Voilà. Il y a 27 critères de discrimination, donc je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, pour les plus importantes en tout cas. Et donc ce dispositif, chacune peut le saisir. Et nous, évidemment, on invite l'ensemble des étudiants et étudiantes qui seraient victimes d'une situation de violence à saisir le dispositif. Qu'est-ce qui se passe très concrètement ? Vous faites un mail via l'adresse mail vieétudiante.harcèlement@unif-fl.fr où vous expliquez la situation soit de violence dont vous avez été soit victime, soit témoin. Ça, c'est très important. Il n'y a pas que les victimes qui peuvent
saisir le dispositif, les témoins, donc les personnes qui ont vu quelque chose ou les personnes qui ont entendu une personne se confier à elle, par exemple, peuvent saisir le dispositif. Que la violence, elle se soit produite dans le cadre universitaire, donc par exemple des étudiants et étudiantes qui s'insultent, une étudiante qui est agressée sexuellement dans le cadre d'une soirée étudiante, par exemple, ou dans un cadre plus privé. Donc, on a des étudiantes qui font des signalements, par exemple, pour des violences intrafamiliales ou des violences conjugales. Voilà, et donc quand les personnes saisissent le dispositif, envoient ce mail, nous on leur répond et on tient à ce que cette réponse elle soit rapide. Donc dans les 48 heures en général, les personnes reçoivent une réponse pour leur proposer un rendez-vous d'écoute. Donc ce rendez-vous, il se fait toujours en binôme avec 2 personnes qui sont formées aux violences sexistes et sexuelles et aux discriminations et qui savent évidemment recueillir la parole des victimes. C'est une écoute qui est sans jugement. Là, quand vous venez pour signaler une situation de violence, tout est confidentiel. Donc il n'y a rien qui est fait sans l'accord des personnes. Et puis la personne nous signale à la fois ce qu'elle a vécu, et nous, on va lui poser des questions aussi sur quelles sont ses attentes, de quoi elle aurait besoin pour aller mieux. Sachant que la responsabilité de l'établissement, et c'est pour ça qu'il y a un dispositif qui est en place, c'est vraiment de mettre fin à la situation et de protéger les étudiants et les étudiantes. Là, on parle de choses qui sont dysfonctionnantes. Normalement, vous êtes censé venir à la fac et étudier normalement, ne pas être victime de violence. Ça, et donc, dès qu'il y a une violence, ça veut dire qu'il y a un échec de l'établissement, donc on en a conscience. Et donc, c'est pour cette raison qu'on est tenu de mettre en place ces dispositifs-là. Vous avez un site internet aussi, mission-gustav-fl.fr. Donc pour nos viewers qui seraient intéressés pour avoir encore plus de détails. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Vous restez évidemment avec nous. Bon, si tu permets, j'ai une question. Ah, tu as des questions? Non, juste une seule, en fait. Ça ne spoil pas la fin. Okay. J'ai cru comprendre que vous travaillez également en collaboration avec les ambassadeurs santé, qui sont un peu le relais de tout ce que vous faites sur le terrain. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la confusion de tout à l'heure, puisque dans le rang des ambassadeurs santé, il y a un Quentin qui faisait justement les lettres modernes avec qui je suis ami et qui m'a souvent parlé de la mission égalité. Donc c'est surtout pour cela que je confondais les Quentins tout à l'heure. Voilà. Ils sont partout. Non, mais vous avez raison, oui, c'est des relais. Enfin, les ambassadeurs et ambassadrices santé sont vraiment des relais essentiels à la mission égalité, mais pas que, à tous les services qui s'occupent de la santé, ou de la précarité pour les étudiants et étudiantes. Donc, heureusement qu'ils sont là et qu'elles sont là pour aller parler au quotidien aux étudiants et étudiantes et aller parler de ces services qui existent au sein de l'établissement et qui sont dédiés aux étudiants et étudiantes. Très bien. Et Painette, comme tu avais envie de parler, je vais t'inviter à faire ta chronique. Je pensais qu'il y avait une interlude d'abord. Non, c'est après ta chronique, l'interlude. À moins que si tu veux, on peut changer l'organisation. Non, du tout pas. Est-ce que tu es prêt? Oui, c'est bon. Eh bien, je t'en prie. Alors, merci Nathan. Et nous avions entrepris depuis la semaine dernière une marche dans la découverte des techniques de manipulation. Et la dernière fois, nous en avions vu 4. Aujourd'hui, nous verrons également 4 autres techniques de manipulation. Yes. Alors, aujourd'hui, nous verrons la technique du pied dans la mémoire, la technique du toucher, la technique du « mais vous êtes libre de » et la technique du « un peu, c'est mieux que rien ». Un peu, c'est mieux que rien. Alors, je vais maintenant détailler à travers des exemples. La technique je vais d'abord commencer par celle du toucher. La technique du toucher, c'est cette technique qui consiste à toucher celui à qui l'on parle. C'est une technique qui veut que le manipulateur touche son sujet lors de sa requête. Le toucher physiquement? Ouais, le toucher physiquement. Okay.
Et c'est en cela que vous allez voir des personnes qui sont très enclins à vous serrer la main lorsqu'ils sont en train de faire des requêtes. En fait, c'est une technique qui consiste à modifier votre humeur, à changer votre jugement et, disons, à prendre également le pouls de vos émotions. Donc, c'est ça, la technique du toucher. Les psychologues disent que c'est une technique qui consiste à vous maîtriser, à maîtriser vos émotions. Et ça marche très souvent, dans la plupart des cas. Ah bon? Alors, la deuxième technique, c'est la technique du pied dans la mémoire. Curieux comme nom. Cette technique consiste à remémorer des faits antérieurs qui ont été à l'origine d'événements fâcheux. C'est-à-dire que le manipulateur, pour vous amener à faire ce que lui, il veut, il vous rappelle des choses que vous aviez faites dans le passé et qui ont été à l'origine d'événements fâcheux, qui ont été à l'origine d'un certain nombre de choses. Et donc, il vous rappelle ces événements-là afin de pouvoir vous amener à ne plus les faire et à faire maintenant ce que lui, il veut. Et cette technique repose très souvent sur des superstitions comme une personne vous dit, parce que lui, il a envie, je donne un exemple là, que vous ne sortiez pas, il vous dit, la dernière fois quand je t'ai dit de ne pas sortir et que tu l'as fait, as-tu vu ce qui est arrivé? Tu es parti absenter celui chez qui tu es allé, ou il y a eu un accident sur la voie, des choses comme ça. Donc, c'est le fait de rappeler un événement passé, un comportement péjoratif que vous avez eu par le passé et qui a été à l'origine, disons, d'une conséquence. Et il vous rappelle donc cela afin de vous amener à ne plus aller dans le même sens, à rebrousser chemin. La troisième technique... Donc, quand je rappelle que la mission Égalité est venue en novembre 2023, c'est une technique de manipulation alors? Non. Parce que c'était positif. Non, Bah du tout oui, pas. oui, c'est vrai. Non, je pense qu'il n'y a aucune manipulation là dans ce sens. Parano. Non, du tout pas. Alors, la troisième technique de manipulation, c'est la technique du « mais vous êtes libre de ». Mais vous êtes libre de. Alors, cette technique est celle qui veut que le manipulateur martèle verbalement à son sujet qu'il est libre de faire ce qu'il désire faire, qu'il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il a une autre intention derrière la tête, bien entendu. À travers les exemples, on comprend mieux. Vous avez, par exemple, des demandeurs de dons qui viennent vous voir et qui vous disent « Vous êtes libre de donner ce que vous pouvez ». Mais avant de le dire, ils disent, par exemple, d'habitude, les gens se donnent 10 euros. Ou bien d'habitude, les gens se donnent 20 euros. Mais vous êtes libre de donner ce que vous voulez. Voyez-vous? Donc, quand il présente la situation ici, quand il présente la situation ici, vous-même, vous savez en même temps que vous ne pouvez pas aller en dessous de 10 euros. Donc, c'est ça. Mais vous êtes libre de. Voilà. Mais en réalité, il tire les ficelles, il tient les ficelles. Voilà. Chers viewers, vous êtes libre de vous abonner, mais d'habitude, les gens s'abonnent. D'habitude, les gens s'abonnent. Les gens partagent sur les réseaux ce que fait Rec. Voilà. Ça arrive très souvent, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, c'est ou carrément, l'autre exemple que je pourrais donner, c'est vous avez votre enfant qui n'est pas chaussé dans la cour, vous avez envie qu'il porte ses chaussures. Au lieu de lui dire en même temps, va porter tes chaussures, ce qui pourrait sonner comme étant un ordre, une obligation, et il va vraiment le ressentir comme ça. Vous lui apportez toutes ses chaussures et vous lui dites, voilà tes chaussures, laquelle voudrais-tu porter? Le rouge, le noir ou le blanc? Lorsque vous présentez la situation ici, il a comme l'impression d'être en train de choisir. Mais en réalité, c'est vous qui tirez les ficelles, c'est vous qui l'amenez à faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Parce que les psychologues ont démontré qu'en réalité, nous adhérons beaucoup plus, nous sommes beaucoup plus disposés à adhérer à nos décisions personnelles. Oui. Voyez-vous? Donc, c'est un peu cela, la technique du « mais vous êtes libre de ». La dernière technique que je vais présenter, ça va également dans le même sens, dans la même optique. C'est la technique du un peu, c'est mieux que rien. Et ça,
on le rencontre très souvent. Ce sont des personnes qui vous disent, par exemple, c'est pour la lutte contre le cancer. Voudriez-vous nous faire une aide? Même 50 centimes suffira. Voyez-vous, même 50, je ne sais pas ce que 50 centimes peut faire contre le cancer, mais ils vous disent cela quand même pour que vous puissiez mettre la main à la poche, quoi. Voilà, donc voilà les cas techniques que je voudrais présenter aujourd'hui, qui sont quand même beaucoup plus simples que celles de la dernière fois, je pense, ne serait-ce que dans leur appellation. Alors, pour finir, il faut remarquer que toutes ces techniques de manipulation reposent sur ce que Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique. La violence symbolique. La violence symbolique, c'est une vision, c'est un pouvoir invisible qui définit une vision du monde comme étant naturelle. C'est une manière, c'est un pouvoir qui se manifeste, on peut dire, à fleur et moucheté. C'est une violence douce en réalité, une violence qui ne blesse pas. Et le manipulateur, tous les manipulateurs ont conscience de cette violence physique. C'est cette violence symbolique plutôt, pas physique mais symbolique. C'est cette violence symbolique-là qu'ils s'utilisent pour avoir leur proie. Parce que moi, je les considère comme des prédateurs doux, entre griffes. Voilà. Donc, j'en aurais fini pour aujourd'hui. Je crois que la prochaine fois, nous allons aborder les biais cognitifs que j'évoquais la dernière fois. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Epainette. Bravo. Encore une fois, j'ai hâte de mettre toutes ces connaissances Parano. en Vraiment, c'est à exercice. chaque fois, c'est je Non. connais. Bon, on va faire une petite pause, puisque arrive le reportage Oh là. extraordinaire de REC, alias RER du coup, qui cette semaine... RER, reportage extraordinaire de REC. Ah, Depuis que Bruce n'est d'accord. pas à l'animation, c'est le nom que j'ai donné au D'accord. reportage. Super. D'ailleurs, on fait un gros coucou à Bruce Ah, qui bonjour, nous Bruce. regarde depuis sa grotte, on va dire. Vous pourrez donc d'ici quelques minutes apprécier un formidable reportage sur l'abbaye de la Lucerne qui est dans le département de la Manche. C'est très loin. Hein. Pendant les vacances, j'ai fait plein de reportages. D'accord, ouais. Je les monte seulement maintenant, enfin au fur et à mesure plutôt. Okay. Et donc maintenant, on en est à ce reportage d'août 2024. Voilà. Est-ce que Lucas, tu es prêt pour le lancer? Salut tout le monde. La journée était bon, voilà. Nouveau reportage. Voilà, on est en plein été, plein mois d'août en Normandie, donc c'est normal qu'il fasse pas beau. Aujourd'hui, je suis à l'abbaye. J'ai oublié le nom de l'abbaye. La Lucerne. Voilà, l'abbaye de la Lucerne. Et on va faire une visite guidée. Alors, je sais pas si je vais pouvoir filmer le gars qui fait une visite viking de l'abbaye. Mais sinon, je vous ai pris des vidéos et tout. Et comme d'habitude, j'ai rien préparé, donc je vous enverrai. Je vous ferai une petite voix off, voilà, avec toutes les petites infos. Bon allez, c'est parti pour la visite guidée tout de suite. Salut tout le monde, ici la voix off du reportage. Aujourd'hui, nous sommes à l'abbaye Sainte-Trinité de la Lucerne que j'ai pu visiter au mois d'août 2024. Enfin, pas la voix off, Nathan, le mec dans le reportage, quoi. Cette abbaye est située en France, dans le département de la Manche, qui est en fait à l'ouest de la Normandie, près de la commune de Granville. On y accède par la porterie que vous pouvez voir sur cette photo, qui donne en fait sur un bâtiment d'architecture romane. L'abbaye est établie par l'ordre religieux des Prémontrés. Classée puis inscrite monument historique à plusieurs reprises, en plusieurs fois, pendant le XXe siècle, elle est en ruine complète dès le début de la fin du XIXe siècle. Ouais, c'est logique, ne vous inquiétez pas. Parce qu'elle a été vendue à la Révolution française comme bien national, et puis très mal entretenue, voire utilisée comme carrière de pierre, comme beaucoup de monuments à cette époque. Les fonctions religieuses ont aussi été complètement supprimées à cette époque. Un abbé, Marcel Lélégard, va l'acheter dans les années 50, puis consacrer toute sa vie à la restauration de cet édifice, qui est encore aujourd'hui aidé par le loto du patrimoine, car considéré toujours en péril. Un bref historique, la première fondation en 1143
de l'abbaye amène à divers déplacements qui va ensuite, avec son bâtiment définitif, va être touché très sévèrement par les guerres, notamment la guerre de 100 ans et des invasions vikings. D'où la visite guidée par un comédien en tenue viking. Et d'ailleurs, ces vikings, ils ont élaboré tout un savoir-faire autour du pillage des abbayes. C'est que le principe est très astucieux quand même. Chaque abbaye cistercienne, formée comme celle-là d'un cloître, d'une église abbatiale, etc., d'un réfectoire, en fait, elles sont toutes construites de la même façon, selon le même plan. Ce qui fait que les vikings savaient où voler les objets car ils étaient stockés au même endroit. Chaque abbaye ont donc toutes les mêmes faiblesses. Il faut savoir aussi que la vie des moines était très rythmée et selon toujours le même rythme et en fonction de la journée avec les prières, etc. Donc ils savaient aussi à quel moment attaquer. Et pour finir, les abbayes sont des endroits très isolés et donc les secours arrivent généralement très lentement. Vous pouvez voir aussi sur ces vidéos, notamment la fameuse église abbatiale, qui, avec son clocher, fait penser à une sorte de mini-cathédrale. Aussi la cour du cloître, avec sur la droite l'église abbatiale, sur le fond les logements et les dortoirs des moines, et sur la gauche le réfectoire. On peut voir aussi le jardin, qui à la fois est un jardin, mais aussi un potager, avec aussi quelques champs et des pâturages pour l'élevage d'animaux, parce que l'abbaye vivait d'elle-même. Les moines faisaient de la culture, de l'élevage pour pouvoir manger, tout simplement. Il y avait aussi un cimetière, puisque les moines, une fois rentrés dans les ordres, devaient rester à vie, et même après, dans l'abbaye. Et pour finir, il y a aussi un super beau colombier, tout en briques, activité gérée par les moines à l'époque. Voilà, c'est tout pour cette visite. On se dit à la semaine prochaine pour un reportage quelque part à l'université ou ailleurs en France. Et peut-être pas la semaine prochaine, on verra. Enfin bon, allez, salut, à vous les studios. Parfait. Oui. Reportage très court aujourd'hui pour votre plus grand plaisir, je pense. Non. Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, j'ai adoré le colombier. J'adore les oiseaux. Ok. Ouais, c'était plus la meilleure partie que celui de la dernière fois quand même. Sur les portes ouvertes. Non, moi je te parle de l'autre sur une autre. Parce que tu regardes pas les émissions quand tu viens pas. Non, désolé, j'avais pas pu. Je suis désolée. J'attends la rediffusion. Là, elle m'a contré. Là, c'est bon. D'ailleurs, rediffusion, cette semaine est sortie la rediffusion de l'émission avec Delac. Okay. Si vous vous en souvenez, c'était en septembre. Voilà. Donc vous pourrez voir, au fur et à mesure, on ressort en fait, on sortait les entretiens ou certaines parties, certaines chroniques. Et là, on sort les versions entières au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est sur YouTube, sur notre chaîne YouTube que vous pouvez aller vous liker, abonner, etc. Partager. Très bien. Merci Anna pour la transition magnifique. Ouais. Non, pas du tout. Okay. Voilà. On verra le second entretien avec Maëva de la... Qu'est-ce qu'il y a? Non, continue. Tu veux intervenir? Je t'en prie. Non, continue. Mais tu fais ce que tu veux. Non, du tout pas, continue. Continue, je viens. Ok, Painette va nous quitter pour ce second entretien apparemment, puisque la Mission Égalité organise un événement, et c'est un peu pour ça que vous êtes là. Il s'agit du mois de l'égalité. Vous êtes les premiers invités du mois de mars pour cette cause, et pouvez-vous un peu nous parler du mois de l'égalité, déjà d'un point de vue national, qu'est-ce que c'est? En fait, on a voulu... alors, c'est la 4e édition cette année. On veut à chaque fois marquer les événements en fait, qu'on va organiser autour d'une journée internationale et autour des journées internationales qui existent sur nos thématiques. Et donc là, en l'occurrence, le mois de mars, parce que le mois de mars, c'est le 8 mars. Donc, on est quel jour là? On est le 6. Donc... Ouais. Après-demain, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc chaque année, il y a des manifestations partout dans le monde, pas juste en France ni à Paris.
Et puis, il y a d'autres journées internationales au cours du mois de mars. Voilà, la lutte contre le racisme, contre les LGBT-phobies. Donc voilà, on veut chaque année faire en sorte qu'il y ait des événements qui puissent avoir lieu. Et comme il y en avait beaucoup, des conférences, des sensibilisations qu'on voulait faire, on s'est dit qu'un mois de l'égalité, c'était bien. On avait réfléchi à une semaine à un moment, et puis il y avait vraiment trop de choses. Donc on a dit, voilà, on prend tout le mois de mars. Et d'ailleurs, ce mois de l'égalité, il finit en avril. Oui, j'avais vu sur l'emploi du temps. Comment il est adapté à l'échelle de l'université, ce mois de l'égalité ? Alors, notre université, c'est un établissement national, donc on essaye en tout cas d'avoir une intervention dans tous nos campus. Alors, vous le savez un peu moins pour les étudiants et étudiantes, même s'il y a des doctorantes qui étudient sur les autres campus dans les autres villes en France, mais on est présente à Nantes, à Lille, à Lyon. Et donc, par exemple, là aujourd'hui, il y a eu une séance de théâtre forum avec une compagnie qui s'appelle Désamorce et qui fait du théâtre forum, du théâtre de l'opprimé. Donc l'idée, c'est de faire participer les personnes qui assistent au spectacle sur les violences sexistes et sexuelles. Donc les comédiennes jouent une scène de violence sexiste ou sexuelle et les spectateurs, d'ailleurs qu'on appelle spectateurs et spectatrices, peuvent revenir jouer la scène pour essayer de changer les choses, sachant que c'est des scènes dures, une scène de harcèlement sexuel et une scène d'agression sexuelle. Voilà, et ça permet, à travers le jeu, finalement de se former et de voir quelles sont les réalités aussi. Très bien. Donc, quelles activités concrètement auront lieu les prochaines semaines ? Il y a plusieurs choses à la fois. Alors, je reprends mon petit papier parce qu'il y a trop de choses, donc sinon je vais zapper. Mais il y a des grands événements qu'on organise, notamment là pour les étudiants et étudiantes. La semaine prochaine, mercredi prochain, il y aura un spectacle de théâtre, de danse-théâtre qui s'appelle Consentiment, donc c'est sur le consentement, qui aura lieu dans l'auditorium de Bienvenue, donc du bâtiment Bienvenue. Alors, je reprends, c'est à 17h. Il y a un film documentaire que je vous conseille vraiment parce que je connais personnellement la réalisatrice et elle est vraiment très chouette, qui s'appelle Des cris déchirent le silence. C'est un film documentaire sur les collages féministes dans la rue à travers les mobilisations féministes. Donc la réalisatrice a filmé ces collages avant, après, enfin vraiment je veux pas tout révéler. Et puis elle a collé ces images avec des chants de manifestations, donc c'est très joli, très beau. Le documentaire il dure 45 minutes et après il y a un débat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Prévenir les agressions sexuelles, et les maltraitances à l'encontre des enfants. Et puis surtout, on va clôturer notre mois de l'égalité avec une conférence sur Marie Denisard, qui est une femme, la première candidate à l'élection présidentielle en 1913. Et donc là, c'est une étudiante de master d'histoire qui a travaillé sur Marie Denisard, qui a été fouiller ses archives et qui a fait son mémoire sur Marie Denisard. Et donc, elle va nous présenter son travail. Donc ça, ce sera le 7 avril, de 16h à 18h, dans l'auditorium Copernic. Donc ça, c'est pour les grands événements. Et puis, il y a un certain nombre de sensibilisations qui sont organisées. On travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Balance ton stage, qui fait de la prévention aux violences sexistes et sexuelles pendant les stages. Donc, c'est-à-dire qu'elles font des ateliers de sensibilisation auprès des étudiants et étudiantes qui vont partir en stage pour les outiller, les armer sur ce que sont les violences pendant cette période qui peut être une période cruciale, la période où on découvre le monde du travail. Et ce qu'il peut avoir de plus néfaste aussi. Donc plein d'outils, plein de sensibilisation pour
comme je le disais tout à l'heure, faire en sorte qu'on élève notre niveau d'éducation à la fois sur les inégalités, comprendre ce que sont les inégalités entre les femmes et les hommes, et mieux identifier les situations de violence pour savoir comment réagir face à ces situations. Très bien. Donc, si on veut retrouver un peu le catalogue des activités, où est-ce qu'on peut aller Alors, je vous ai amené des flyers. Donc, d'ailleurs, si vous pouvez les donner à vos camarades si les respectifs. veulent venir en récupérer et découvrir le studio, ils peuvent. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a collé notre emploi étudiant, notamment Quentin a collé un certain nombre d'affiches dans les bâtiments. Et puis, le programme, il est disponible sur le site internet de la Mission Égalité. Donc, vous tapez Université Gustave Eiffel, Mission Égalité, c'est en une. Et vous pouvez aller vous inscrire, notamment à tous ces événements dont je viens de vous parler. Très bien. Merci beaucoup. On vous retrouvera pour la troisième partie de l'entretien tout à l'heure. Merci. Place à bord de l'anachronique maintenant. Eh oui. J'adore cette formulation. Alors, aujourd'hui, on va changer complètement de sujet. Pas du tout un sujet sérieux comme Epainette peut le faire. Moi, je suis là pour le fun. On va parler de livres aussi. Quoi ? Et je parlerai de livres aussi. Ah, oh là là, je vais casser un peu tout ça. On va parler d'autre chose. Et j'ai décidé de commencer une série de chroniques sur les animaux, même d'Internet. Ah ouais, on est là pour rire. En vrai, c'est intéressant. Voilà, et personnellement, vu que j'adore les chats, on va commencer par un chat, bien évidemment. Et on va commencer par l'un des premiers, l'un des plus marquants, on va dire, mais qui, comme Lucas l'a dit, mais ça date, qui commence à dater un peu, en effet, on va parler de Grumpy Cat. Alors, j'ai pas d'image d'illustration, désolée. Mais comme le nom l'indique, c'est un chat grognon. Et en fait, en termes de description, il n'y a pas beaucoup plus à rajouter qu'en effet, c'est un chat grognon qui a des yeux bleus et une petite moue trop mignonne et qui, en fait, en permanence énervé. Alors, pourquoi... C'est lui, là ? Oui, c'est ça. C'est Grumpy Cat. Qui a, en fait... Oh là là. Ah, mais... Attends, baisse un peu. Ouais. Alors, ça, c'est de la qualité, ça. Ah, le fort. Mise au point, s'il vous plaît. Bon. J'apprécie l'effort, en tout cas. Oui. Il Non, mais on voit les yeux bleus. Fou. La caméra ne fera pas d'effort. C'est pas grave. Elle n'est pas réglée pour si proche, je pense. Non, mais la prochaine fois, je mettrai un budget et mettre des images. Je pense. Oui, vous voilà. pourrez trouver, chers mais il y a peut-être même juste sur le chat, en fait, d'avoir des gifs disponibles. Bruce, tiens, toi qui t'ennuies, là. Voilà. Mettez des stickers. Mets des Grumpy Cat dans le chat. Et du coup, ce chat est atteint d'une malformation. Enfin, c'est pour ça qu'il a cette tête particulière que pas tous les chats ont. Atteint donc de nanisme et d'une malformation dentaire qui fait qu'elle a cette tête, petite femelle, assez particulière et unique. Et qu'il semblerait, d'après sa propriétaire, qu'elle n'est pas si grand-chose que ça. Mais justement, pour revenir un peu sur l'histoire de comment ça se fait, comment elle est devenue un peu célèbre et que c'est devenu une image qu'on connaît pour la plupart des gens sur Internet, c'est que ce chat est donc né en 2012 et en 2013 dans l'Arizona, chat américain. Ça change tout, chat américain. Le sudiste. Le frère de la propriétaire a décidé, parce qu'il trouvait sa tête très drôle, de mettre sa photo sur le site Reddit. Et en fait, là, ça s'est emballé en 2013. Et en fait, très rapidement, c'est devenu une star Internet. Et surtout parce que c'était pile dans le moment où Internet aimait les lolcats, comme on disait, donc les chats drôles. Et ça s'est hyper bien inscrit là-dessus. Ça a été repris partout. Et du coup, c'est resté assez longtemps jusqu'à maintenant, même si maintenant, l'image... Enfin, il y a d'autres mèmes qui sont passés par-dessus. Mais ça reste une image assez emblématique. Alors, pour l'anecdote, le chat s'appelle de base... on dirait une blague, mais vraiment, c'est pas une blague. Il s'appelle Sauce Tartare. C'est son vrai nom. Je ne sais pas pourquoi. En anglais ou en français ? Alors, en français, c'est Sauce Tartare et en anglais, c'est Tartare Sauce. Voilà. Okay, il y a vraiment eu pas d'effort là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été décidé ainsi. J'ai pas trouvé d'explication. Mais que ce soit son nom, on va dire de scène, mais son nom... son nom au vrai, les deux sont hyper drôles. Le nom de scène est mieux, quoi. Oui. Et plus valorisant, on va dire, que
sauce tartare. Mais en fait, ça a été repris partout, dans tous les sens. Et le chat a été nominé à plein de choses, parce qu'il y a des prix pour les meilleurs mèmes ou plein de choses comme ça. Et a notamment pu permettre à sa propriétaire de gagner environ $1 million. Ce qui est pas mal. Alors ça a été fait bien sûr par donc des droits d'auteur, etc. Mais également par des films, des produits dérivés. Donc il y a eu un reportage et après un film doublé en animation, de ce que j'ai compris. Et aussi un livre. Un livre? Oui, mais je pense que c'est une sorte de BD. Ah. Voilà, je ne sais pas si on peut toujours la trouver, et encore moins en France, mais ça existe. Et pareil, il existe des produits dérivés officiels, une peluche, parce qu'évidemment, on va pas se priver d'avoir une mini version de Grumpy Cat chez soi. Donc chaque quand même assez renommé pour donner, alors j'ai trouvé que les chiffres en 2017, mais donc à peu près au pic de sa gloire, il y avait environ 800 000 personnes abonnées à la page officielle sur Facebook. Oui, ça c'est moi. Ça c'est pas Grumpy Cat, il me sort de mon sujet. Et aussi, il y a aux États-Unis une statue de cire de Grumpy Cat dans un des Madame Tussauds. Voilà, vraiment ce chat a percé énormément et a marqué donc cette ligne de chats d'animaux très connus sur Internet. Malheureusement, ce chat est décédé assez jeune, est décédé en 2019, donc seulement à 7 ans. Ce qui est relativement... Mais bon, après, il y avait des conditions peut-être liées... c'est le stress de la célébrité. Ouais, c'est ça. Alors, sa propriétaire a toujours fait en sorte qu'elle soit pas trop exposée à trop de gens qui manipulent. Mais bon, une fois de temps en temps, elle faisait quand même des conférences où il y avait plein de gens qui pouvaient voir le chat, donc elle le portait comme ça. Bref. Donc, le chat semblerait pas trop perturbé par les événements, mais la propriétaire, elle faisait gaffe à ce que ça n'impacte pas trop sa vie, même si bon, elle s'est fait un petit peu d'argent comme ça. Donc après 7 ans de dur service pour Internet, le chat Grumpy Cat est décédé d'une infection urinaire, donc sûrement pas aidé par le nanisme, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rigole. Non mais pourquoi tu l'as précisé? De quoi? Infection urinaire? Ouais. Bah je sais, en vrai c'est pas si peu commun chez les chats, voilà. Nourrissez bien vos chats, faites gaffe qu'ils boivent bien. Et donc elle a laissé son empreinte à tout jamais sur Internet. Le petit chat grincheux. Voilà. Donc j'espère que ce concept vous plaît et on continuera avec d'autres animaux les autres semaines. Moi j'ai mieux qu'un animal en tout cas. Oui. En même. C'est quoi? C'est moi? Oui, c'est toujours toi. Oui, c'est toujours moi. Parce qu'avec, on fait des petits mèmes entre nous. Et on a un mème de... Alors peut-être qu'à la caméra là. De moi modifié de façon accidentelle par Bruce. Oui, Bruce faisait des montages pour les miniatures. Et l'IA a trafiqué le visage d'Anna. Oui, et en plus j'avais la mèche rouge à ce moment-là. Du coup, elle a les yeux bridés maintenant. C'est vrai que j'ai des tout petits yeux. Voilà. Tout petits. Et tu fais vraiment une tête de... Ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est assez drôle. Peut-être qu'un jour il y aura des mèmes sur des chroniques sur nos mèmes. Peut-être que Rec deviendra millionnaire grâce à ça. Et oui. Parce que les crédits sont à Rec. Et oui, bien sûr. Enfin, on espère en tout cas. Je vais pas porter plainte tout de suite. Mais si je peux me permettre sur les animaux et Internet. Oui. Il y a des choses, j'ai lu des choses très sérieuses quand même sur la question du consentement et voilà parce que c'est mon sujet et de comment est-ce que l'animal finalement est-ce qu'il est vraiment heureux ou dans ce qu'il fait voilà est-ce qu'il s'en rend compte aussi c'est vrai que est-ce qu'on maltraite pas les animaux il y a eu des débats sur le fait de ce qu'on n'utilise pas. Enfin, il y a des mises en scène faites d'animaux pseudo-abandonnés, etc. Sur Instagram, ou des gens qui passent leur temps avec leur chat à dire refaire les mêmes actions pour avoir une vidéo comme il faut ou le jeter pour avoir la vidéo. Enfin, le premier Grumpy Cat n'était pas maltraité. Grumpy Cat a eu cette chance en tout cas. On va passer à la deuxième interlude. Et vous n'aurez pas de chance malheureusement, parce que vous serez maltraité de vos oreilles. Oh non. Parce que à l'unanimité, tout le monde a demandé DJ 205 à la scène ouverte. Donc vous aurez cet extrait musical qui est un peu dans l'anthologie de la chanson française après tout. En fait, c'était juste moi et Bruce qui chantaient à la scène ouverte. Mais, je vous épargne les détails. On se retrouve juste après quelques minutes de pause. Allez, à tout de suite. Super moment. C'était drôle, mais tout le monde le voulait un jour cette chanson, donc voilà.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'extrait, non ? Un petit avis sur d'un point de vue extérieur, Maëva ? Je suis vraiment très mauvaise en musique. Et alors ? Vous pouvez dire que je chante mal aussi. Hein. Non, tout ça pour faire un peu de promotion pour la scène ouverte. Les photos sont sorties, vous pouvez les télécharger sur le Drive. Le lien est dans le Linktree si jamais vous êtes passé au photo call. Tout est disponible, vous pouvez voir les artistes aussi. Si vous êtes artiste, il y a vos photos, vous sur scène. Et puis voilà, on a mis quelques-unes sur Instagram si jamais vous avez envie de voir un peu une sélection. Je ne sais pas pourquoi, le troisième entretien s'est retrouvé expulsé de mon document. Ça, Mais c'est toujours de la bonne préparation. j'ai une chance ce soir parce que c'est Anna qui va mener ce troisième entretien. Oui. Je Alors, ne chante pas. non, premier, tout va bien. Ouais, c'est une question qui me turlupine en fait depuis quand. Alors, nous trois, on a eu la chance de faire de faire partie des derniers qui ont eu l'ancien bac. Enfin, du coup, on a eu la mention Covid, mais on l'a eu avec l'ancien bac S, etc. Mais du coup, ça enchaîne. Hein ? Non. Oui, avec S. Ça a enchaîné du coup avec une formidable réforme du bac qui commence à présenter ses résultats et notamment de quelque chose qui m'a pas mal déçu. On va dire interloqué, c'est de voir la chute du niveau en maths chez les filles notamment. Au lycée, avec alors j'ai essayé de trouver des chiffres, mais tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'environ 50% des personnes, alors faut dire que 40% des personnes à partir de la seconde ont tendance à complètement abandonner les maths. Donc tout genre confondu, mais en particulier chez les filles, il semblerait qu'il n'ait plus que 30% d'entre elles qui décident de garder les maths en option après, ce qui est pénalisant pour plein de filières qui en fait imposent des maths, que ce soit en termes de communication avec les professeurs ou avec le supérieur qui parfois peut être un peu compliqué. Ça peut en fait amener certaines filles de se voir refuser des places parce que tu voulais garder des sciences SVT et physique-chimie ou parce que non, quand même pas les maths, on va prendre plutôt les langues ou des choses comme ça, sans se rendre compte que les maths c'est un pilier en fait de quasiment toutes les matières, de quand même beaucoup de domaines académiques et du coup ça c'est quelque chose qui impacte beaucoup les prépas notamment où toutes à part celles qui sont pures littéraires demandent des maths, mais est-ce que c'est quelque chose qui se ressent aussi peut-être dans la fac, quelque chose qui vous est remonté jusqu'à la mission égalité ou c'est quelque chose qui est plus travaillé. Est-ce que ça peut être imaginé, je ne sais pas comment formuler ma question, mais imaginer de travailler là-dessus avec peut-être des lycées, parce que ça peut aussi impacter du coup le recrutement en fac a posteriori. Déjà, tu as dit au début, il y a eu une baisse du niveau des filles en maths. C'est pas tellement une baisse du niveau. Oui, non, mais, oui. Non, mais parce que c'est plutôt une baisse du nombre de filles effectivement qui s'inscrivent en maths. Parce que les filles, en fait, ce que montrent les études, même au niveau européen, c'est que les filles sont aussi bonnes que les hommes en maths. Il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons sur le niveau, en tout cas. Quand on interroge et quand on les interroge et quand on fait des tests. Par contre, c'est vrai que les filles, effectivement, avec cette nouvelle réforme, il y a une baisse effectivement très très drastique du nombre de filles qui choisissent cette option maths, ce que tu disais. Et ça, alors l'impact, on ne le voit pas encore forcément de façon très importante parce que c'est nouveau à l'université, mais ça commence. Et il va y avoir effectivement de moins en moins de filles qui vont pouvoir avoir accès à des formations où clairement les maths sont imposées, y compris parce que avec Parcoursup, les étudiants et étudiantes doivent déposer leur dossier, et donc il est fort probable que dans des disciplines où les maths sont absolument indispensables, et on pense parfois à des disciplines évidentes comme la physique ou je sais pas, l'informatique, mais il y a d'autres disciplines, alors on n'en a pas à Gustave Eiffel, donc je peux en parler encore plus facilement, mais par exemple en psychologie, c'est une filière qui est une discipline qui demande de pouvoir manipuler
les chiffres, les nombres, de faire des statistiques, notamment de façon importante. Et donc souvent, on constate qu'il y a beaucoup de filles et jeunes filles qui souhaitent s'orienter vers la psycho, mais qui n'ont pas fait de maths et qui vont rencontrer des difficultés après dans tout leur parcours, parce qu'il va falloir rattraper le niveau. Donc oui, effectivement, ça va avoir un impact sur comment sur le nombre de femmes dans ces filières qui sont déjà effectivement très masculinisées en fait. On peut peut-être même imaginer encore une plus grande inégalité de salaire, puisque généralement il y a beaucoup de formations prestigieuses qui sont accessibles qu'en ayant fait des maths, et donc ça va un peu induire ce genre de problématique. Effectivement. Ouais, tout à fait. Il peut y avoir ça. Ouais. Et puis, après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est faut aussi se poser la question un peu à l'envers, c'est-à-dire, y compris dans les lycées, ça va s'interroger, mais pourquoi est-ce qu'en fait, les filles, elles font pas maths ? Parce qu'elles sont aussi bonnes que les garçons. Pourquoi est-ce qu'elles choisissent pas l'option maths ? Et ce qui a été démontré, c'est que à la fois, elles sont pas encouragées à faire des maths, et y compris par le corps enseignant. Il y a un certain nombre de préjugés encore ou de stéréotypes qui existent et dont les filles sont victimes. Et puis aussi parce que comme c'est pas la place évidente pour elles, en tout cas dans la norme, il va y avoir ils vont se jouer en fait ce qui s'appelle, on parlait tout à l'heure de biais cognitifs, va se jouer effectivement un certain nombre de comportements, y compris de la part des garçons et du corps enseignant et des personnels qui vont exclure de fait les filles. On le voit par exemple sur les manuels scolaires en maths. Il y a très peu de représentation de femmes dans les manuels scolaires. Quand on prend des problèmes en mathématiques, ça c'était le Centre Hubertine Auclair qui avait fait une étude là-dessus. C'est le Centre de ressources franciliennes sur l'égalité femmes-hommes, qui montrait que quand on pose des questions avec un problème de mathématiques, vous savez, les questions de vitesse, de train, etc. Enfin bon, vous connaissez mieux que moi. Les filles sont souvent dans des rôles très stéréotypés, les garçons aussi d'ailleurs, mais et donc dévalorisants pour les filles et dévalorisants y compris pour dans les carrières scientifiques, quoi. Donc voilà, en fait, c'est toujours plus complexe que ce qu'on a l'habitude de penser, ces histoires d'orientation. C'est pas juste les filles qui s'auto-censurent à pas aller en maths. On les encourage pas. Et puis, elles vivent ce qu'on appelle du sexisme ordinaire, en fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas encouragé, quand on nous donne pas la parole, par exemple, pour répondre à une question de mathématiques en classe, forcément, c'est pas... on n'a pas envie de continuer là-dedans, quoi. Voilà. Donc, il faut s'interroger sur les pratiques aussi, pas simplement sur remettre la responsabilité sur les femmes ou les jeunes femmes qui ne voudraient pas aller dans telle ou telle filière, mais se demander, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas envie d'y aller et qui est à l'origine de ces raisons-là, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Anna, d'avoir trouvé le sujet de notre troisième entretien. Et on va pouvoir passer à la story de Nathan, que tout le monde attend, bien sûr. Cette fois, ce n'est pas un reportage, ce n'est pas une chanson de moi, c'est moi qui vais vous parler. Tout le monde a changé de son regard, mais non, cette fois, c'est moi qui parle. Même si je parle déjà beaucoup, je m'en excuse déjà. Bon, vous savez, la story de Nathan se réinvente souvent. Au début, on parlait d'artistes musicaux, on a parlé du RER-A récemment, ou de thèmes autour de la photo, etc. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc assez spécifique quand même, et on va aborder plein de sujets un peu similaires grâce à un livre que j'ai... sur quelle caméra on est, voilà. Un vieux livre parfait pour les gens aigris comme moi, qui n'aiment pas les fautes faites en français. Le français sans faute, ça s'appelle. Donc Jacques Cappello-Vici. Alors c'est un vieux livre, je pense pas que vous pouviez le retrouver. Moi je l'ai trouvé dans une sorte de boîte à livres ou quelque chose comme ça il y a quelques années. J'avais bien aimé.
En fait, c'est un peu, ça répertorie un peu plein d'erreurs qui sont faites souvent. Et aujourd'hui, on va parler de celles qui sont des erreurs de vocabulaire en français, mais induites par l'anglais. Ah, C'est assez intéressant, vous allez voir. En fait, plus précisément, c'est la déviation du sens de certains mots qu'on a en français. Alors, il faut quand même faire attention parce que Jacques Capellovici est gris de nature comme moi d'accord. dans son livre. Donc, tout ne fait pas consensus dans la langue française, hein, puisqu'elle évolue, c'est assez subjectif. Il y a plein d'autres raisons comme l'origine géographique, en fonction de là où on est, on ne parle pas le même français forcément, la classe sociale joue aussi, etc. Voilà, c'était la petite partie disclaimer. Attention, tu parles un mot anglais. Pardon, bien. c'est vrai, dis donc. Et la transition, elle n'est pas du tout fait exprès. Voilà, et puis il y a aussi des emprunts de la langue anglaise qui sont complètement normales aujourd'hui, comme le mot humour, le mot panorama, le mot rail, ou vote, par exemple, qui ont comblé pour certains un vide linguistique. On appelle un vide linguistique, c'est quelque chose qu'on aimerait dire mais qui n'a pas de mot pour le dire. Par exemple, un rail. Imaginez si le mot rail n'existait pas, on serait bien embêté. Voilà. Mais pas que. Par exemple, le mot vote, on utilisait le mot suffrage avant. Voilà. Oui. C'est un peu ça l'idée. Alors ça, c'est l'import de nouveaux mots, mais là, on va parler de déviation de sens, qui ont lieu un peu depuis les guerres mondiales, où on regarde beaucoup l'actualité mondiale, faite notamment par les journaux britanniques et américains. Et donc, nos journalistes français, en tout cas, c'est la thèse de Jacques Capellovici, c'est que il ne savait pas parler anglais à l'époque, et que tous les faux sens, c'est pareil pour les traducteurs de séries télé, de séries B à l'époque ou des choses comme ça. Tous les erreurs en fait sont entrées dans le langage courant à cause des mauvaises traductions de la presse et voilà. Et puis vous en trouvez encore sur Internet, hein, vous le verrez juste après. Et par exemple, là en ce moment, on parle beaucoup de Donald Trump, de son investiture et non pas de son inauguration. Enfin. Le mot inauguration en français, vous savez ce que c'est, un monument qui vient d'être érigé, on l'inaugure, etc., en une cérémonie. Pour un président américain, on appelle ça une entrée en fonction. Et donc vous allez sur certains journaux ou certaines émissions télé, ils vont parler d'inauguration en prenant le mot français, tel mot pour tel mot. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Voilà, par exemple, l'administration en anglais, ou en tout cas aux États-Unis, quand on parle de Trump's administration, on parle de son gouvernement. Et malheureusement, on voit souvent, alors du coup, c'est quand je tape administration de Trump sur MSN, qui n'est pas une référence d'un point de vue journalistique, je le répète, on voit beaucoup d'articles qui parlent administration de Trump a décidé telle chose. Alors que en fait, c'est son gouvernement. Et quand on le dit en français, on ne comprend pas en fait forcément que c'est le gouvernement. Et en fait, ce genre de choses ne date pas d'Internet. Hein, voilà. Alors on peut citer aussi la Republican Convention, excusez-moi. En fait, c'est le congrès du parti républicain qui est traduit par convention, si on a un peu la flemme de bien le dire. Il y a aussi le mot département. Alors, assez curieux ça, parce qu'on le retrouve même dans notre université en fait. Par exemple, on est dans le département de Seine-et-Marne, donc l'entité administrative territoriale, mais quand on parle de department aux États-Unis, on parle d'un ministère. Dans les entreprises américaines, on parle de department quand on parle d'un bureau ou d'un service. Et donc, j'ai encore vu tout à l'heure au Parlement étudiant la création de nouveaux départements. Et donc, du coup, je me suis permis de dire, mais vous savez que c'est un mot qui n'a pas ce sens-là en français. Et on m'a dit que c'était pour homogénéiser les choses, que le premier qui l'a fait, apparemment, n'a pas fait attention. Mais voilà, on parle d'un bureau ou d'un service de ressources humaines et pas d'un département. En tout cas, c'est le sens qu'avait ce mot jusqu'aux années 70-80, où le sens a un peu changé. Voilà, c'est déviation de science. Il y a le mot cracher, par exemple. Tous les avions récemment qui se sont crashés. Alors, les avions ne peuvent pas cracher parce qu'ils n'ont pas de bouche. Ils ne peuvent pas non plus montrer de mépris envers quelqu'un. Mais du coup, ça a créé une sorte d'homonyme, alors qui se crache en anglais quand
quand l'avion explose, chute, etc. Elle a un accident. Atterri de Bon, façon après, ça. brutale. Est-ce que ce ne serait pas de la personnification? Je sais pas. Puisque tu l'as dit tout à l'heure, Non, la non, langue française évolue, donc... Non, parce qu'on l'utilise vraiment pas avec avoir l'idée, même au figuré, de cracher, quoi. C'est vraiment, il C'est pas explose. l'écriture aussi, ouais. L'idée, c'est d'exploser, c'est d'avoir un accident presque fatal, qui est la sens en anglais. Voilà. Avec c'est H à la fin, mais oui, mais en français, c'est pas... Bon, maintenant que vous avez compris, Oui. on va partir sur des termes, des nuances un peu plus techniques. Alors vous connaissez, une assez simple quand même, le bus. Oui. Quand on dit bus en anglais, il y a 2 traductions en français. Par exemple, le bus 213, que vous connaissez peut-être si vous êtes sur le campus. Donc c'est bel et bien un bus parce que il fait les centres urbains, vous pouvez rester debout dans le bus, etc. Mais le bus 100, enfin, vous connaissez le bus 100 qui passe là-bas. En fait, c'est un car. Bien vu. C'est un car parce qu'il relie plusieurs villes sur des grandes distances et puis on est assis. Voilà, donc Flixbus, par exemple, il propose des voyages en car, pas en bus. Voilà. Oui. Il faut dire les cars Macron et pas les bus Macron. Non, c'est trop. Vous êtes trop jeune. Je connais pas ça. J'étais là au début de son mandat, mais je sais pas si on parle de ça. Par exemple, le mot alternative. Voilà, j'ai vu le regard d'Anna perdu, c'est normal. J'ai des flashbacks. Ouais. En français, alternative, ça veut dire ce qui vient tour à tour. Donc, le mot en anglais, lui, il utilisait comme nom entre le fait. En fait, on a un choix. Voilà. Donc, en français, l'alternative, c'est le fait qu'on ait un choix à faire. Ah. Alors qu'en anglais, ça désigne le premier choix ou le deuxième. On ne peut pas dire une alternative, par exemple. D'accord. En anglais, on dit une alternative. En français, on dit un choix. Voilà. Okay. Pour ça qu'on parle de courant alternatif qui passe d'un côté à l'autre. Et pas en anglais, on utilise un autre terme. Et que surtout, ça fait un peu... voilà, c'est pas une alternative au courant continu. Ça marche pas. Oh là là. Ensuite, une déviation de sens un peu plus ancienne. Est-ce que vous connaissez les caravanes? Bien sûr. Oui. Mais savez-vous qu'en fait, une caravane, c'est un groupe de gens qui traversent le désert avec des chameaux, dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps. C'était ça. Et donc aujourd'hui, on l'utilise dans le sens des remorques habitables. Voilà. Et ben, savez-vous quel est le mot français utilisé traditionnellement à la place de caravane? Je crois que mobilo, mais c'est vraiment un mot anglais. Ah oui, peut-être une remorque. Non. Pensez un peu cirque et bonne aventure. Roulotte. Voilà. Ah. À la base, on dit une roulotte. D'accord. Ok. Et donc, par l'influence de l'anglais, alors c'est même pas... Parce que le mot en anglais, c'est même pas caravane, hein, c'est juste qu'il y a eu un car et van, il y a eu un changement de sens. C'est bizarre entre ce qui traverse le désert et la remorque habitable. Donc Anna, tu as été choquée par ces exemples. Oui. Et en fait, tu n'as pas été choquée parce que c'est un bon exemple aussi de changement de sens. En anglais, t'es un peu bouleversé, traumatisé, alors qu'en français, à la base, on l'utilise juste quand on reçoit un choc. Voilà. Par exemple, un fruit qui tombe, il est choqué. D'accord. Il a reçu un choc. Ou alors, par extension, quelqu'un a été offusqué ou s'est fâché. Oui, d'accord. Alors qu'en anglais, le mot to be shocked, c'est vraiment... être traumatisé, quoi. On a vu le World Trade Center s'effondrer, tout le monde a été choqué. Et en français, on a tous traduit par choqué. Enfin, en tout cas, certains journalistes qui ont... On devrait dire quoi à la place du coup? Devrait être, À la place de quoi? À la place de choqué, choqué, bouleversé, traumatisé. Oui, c'est vrai, c'est pas mal bouleversé. C'est plus dans le côté psychologique, alors c'est ça? Choc, to shocked en anglais, là, to shocked. Ouais, en anglais, c'est vraiment... on a vraiment ressenti du bouleversement, un traumatisme, voilà. Alors qu'en français, on est offusqué, voilà. Je dis à Anna, ton pull est moche. T'as été choqué. Ah oui, là, t'as été choqué. Je suis choqué. Oui, d'accord. Si tu vois quelqu'un mourir, tu n'es pas choqué. Enfin,
Du coup, tu n'es pas offusqué. Ah oui, d'accord, je vois le... Oui. Mais en anglais, tu serais shocked. Voilà. Ok. Enfin, Oui, ok. À la fois par le pull et la... Oui, c'est... Enfin, j'espère en tout cas que tu serais traumatisé par le pull, c'est sûr. Pareil pour la déception. En fait, à la base, c'est une tromperie, une supercherie, pour parler en synonyme. Mais depuis longtemps, on parle d'être déçu. En fait, c'était le mot à l'époque qu'on utilisait, c'est le désappointement. Oui, ok. Donc on était vraiment déçus, la déception, qu'on apporte de la tristesse, du chagrin, etc. Alors qu'à la base, c'est une supercherie. Le fameux docteur. Dit je vais chez le docteur, etc. Alors il prescrit du Doliprane, mais en fait c'est un médecin. Et en anglais on dit a doctor pour dire un médecin. Et c'est là où est la nuance, parce qu'en français, en fait c'est le titre qu'il a. Il est docteur en médecine. Et un docteur, il y en a plein ici à l'université, docteur en sciences sociales, docteur en physique, etc. Et ce n'est pas forcément un professionnel de santé, comme ça peut l'être le mot anglais à la base. Voilà, vous pouvez voir sur internet des mèmes qui jouent sur ce. Il y a même des médecines. Des médecines, c'est-à-dire des femmes. Ah oui, d'accord, oui, le mot en féminin, pardon. Féminisation des mots. Oui, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder. Des auditrices. Voilà, les auditeurs, les Maîtresse auditrices. de conférence. Je pense à auditeur avec un E, mais je sais pas si. Non, c'est bien quand on l'entend. Aussi. Viewers, comme ça, il n'y a pas besoin de. C'est un mot anglais. Voilà. Mais non, c'est un mot anglais. Bah ouais. Il n'y a pas de féminin en anglais. Oui, mais du coup. Ça va à l'encontre de la chronique, je crois. Là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Parlons d'un cas croustillant aussi, un peu comme ce manque de féminisation. Vous avez tous connu le ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, ça n'en est pas un. Puisque, en fait, ce ministère, il est en charge de l'instruction ou de l'enseignement. D'ailleurs, son ancien nom, c'était l'instruction publique. Mais en fait, l'éducation en français, c'est apprendre le savoir-vivre, former une personne dans sa vie morale, dans sa vie sociale. Et donc, je pense que tu as fait les mêmes études que moi dans l'éducation nationale. On n'a pas eu ce genre de formation. Ça a été vraiment de l'enseignement. Et donc, quand on a changé de nom, on a pris éducation, parce qu'en anglais, education, ça se traduit par enseignement, strictement, et pas apprendre à bien vivre en société, etc. Donc, je suis... Donc, quand on fait des sensibilisations aux violences sexistes et sexuelles, on fait de l'éducation. Voilà, là, on fait de... oui, c'est, en quelque sorte, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc, je suis d'avis pour qu'on fasse beaucoup d'éducation donc au lycée, au collège, etc., pour qu'on n'ait pas besoin de changer le titre. Voilà. Mais bon. Après, il y a eu les fameuses éducations sexuelles en primaire et au collège qui fait toujours aussi, des... Ouais. Non, mais c'est un sujet qui fait toujours débat, même depuis les années 70, où ça a été introduit. Voilà. Pour parler un peu... Ce serait bien que ce soit mis en place. Oui, voilà. Ouais. Pour parler aux ceux qui sont au bâtiment Alexandra Davinel, pour la plupart, ils veulent devenir ingénieurs du son. Mais ils ne sont pas ingénieurs, ils sont techniciens. Oui. En fait, en anglais, on dit a sound engineer, traduit en français directement ingénieur, alors qu'en fait, en français, on parle ingénieur uniquement pour ceux qui ont fait une école avec l'accréditation CTI, donc comité... Commission des titres d'ingénieur. Ouais, voilà. Ça. Merci, Bruce, numéro 2. Bruce adore tous ces acronymes-là. Et donc, en français, on dit technicien du son, mais l'usage a fait que ingénieur s'est installé via la traduction mot à mot. Et est-ce qu'ils sont payés autant que les ingénieurs ? Eh pas forcément, c'est ça le truc. Par exemple, au Québec, si on parle de régionalisme, il est complètement interdit d'utiliser le mot ingénieur du son. Ah ouais. Et c'est pas du tout dans le langage, parce que vraiment là-bas, leur CTI, l'équivalent, c'est un ordre, un peu comme l'ordre des médecins ou l'ordre des avocats, qui régit l'utilisation des mots. En tout cas, mieux qu'en France. Un mot un peu plus confortable. Voilà. Confortable, donc, le mot. On ne peut pas être confortable. J'ai déjà entendu ça. Je suis confortable. Tu es confortable.
Il y a des gens qui disent ça dans le sens où ils sont bien, oui. à l'aise, ils sont bien installés. Mais en fait, c'est sur quoi ils sont qui est confortable. C'est le canapé du studio qui est confortable. Très confortable. Mais si je dis que Bruce est confortable dans sa chaise actuellement en nous regardant, ça veut dire que j'ai essayé de m'asseoir sur Bruce et que je dis qu'il est confortable. Mais non, ça reste un sens qui a dévié. Pareil, parce qu'en anglais, comfortable, on l'est en fait. I am comfortable, c'est je suis à l'aise, je suis bien installé. Voilà. Un mot assis. T'en as plein des exemples, dis donc. Ah, j'en ai plein. Wow. Mais là, j'étais déchaîné hier soir. J'ai tapé. J'étais à fond. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est le mégaphone, je suppose. C'est un mot en anglais, donc qui a même gagné un accent sur le E, un accent grave. Vrai, ouais. Alors que historiquement, qu'est-ce que c'est le mot français pour parler de mégaphone? Ampliphone, un truc comme ça. Non. Superphone. Il n'y a pas phone vu que c'est en anglais. Amplisson. Non, c'est porte-voix. Bah oui. Un porte-voix. On connaît. Oui. Mais ça fait beaucoup de synonymes pour pas grand-chose au final, qui arrivent de l'anglais. Pareil, on parle aussi de la guerre en Israël, en Gaza, etc. Et figurez-vous que Gaza n'est pas au Moyen-Orient. Il est au Proche-Orient. Oui, oui. En français, le mot Moyen-Orient ne désigne pas forcément la même zone géographique qu'en anglais. Middle East, c'est toute la zone qui parle de Jérusalem, etc., jusqu'à l'Iran et jusqu'au Yémen un peu. C'est une très grande zone. Alors qu'en français, pour tout ce qui est Jérusalem et tout autour, si on fait un grand cercle, la Syrie, la Jordanie, etc., c'est le Proche-Orient. Okay. Si on peut parler aussi des récompenses qui ont lieu, César, etc., il me semble que c'est dans l'actualité aussi, on peut être sélectionné ou nommé à une récompense, mais on ne peut pas être nominé, puisque ça détruit les oreilles de ceux qui regardent les émissions à chaque fois. En fait, c'est l'influence du mot anglais nominee, qui est la personne, mais ce sont des nommés en français. Mais le mot la nomination existe vraiment en français. C'est le fait d'être nominé. Nommé, du coup, pardon. Voilà. Et voilà, Allez, qui se fait prendre. J'ai tout mélangé. Un bon aussi pour le studio. On voulait un prompteur dans le studio. Ah ouais. Alors, on l'a pas eu, malheureusement. Ouais. On l'espérait. Mais c'est un néologisme d'anglais prompteur, du coup. D'accord. Mais celui-là, vous trouverez vraiment pas. C'est quoi le mot français pour prompteur? Pensez au théâtre. Un script, mais script c'est anglais. Comment on fait au théâtre pour transmettre un texte? On chuchote. Un souffleur. Et donc? Un soufflelire. Non, un télésouffleur. Un télésouffleur. Ah oui, donc, d'accord. Bruce, la prochaine fois qu'on demande un prompteur, on demande un télésouffleur. Comme ça, personne ne se rendra compte. Vous l'aurez. Peut-être que vous l'aurez, voilà. On va pas faire gaffe. Et voilà. Ça serait d'ailleurs une opportunité pour l'avoir. Eh ben non, parce que l'opportunité en français, ce n'est pas un super placement financier pour avoir de l'argent, ce serait une occasion. Non, opportunité, c'est ce qui est opportun, donc ce qui convient à la situation. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire? J'ai préparé un exemple parce que c'est dur à trouver. La transition est opportune quand je parlerai de l'exemple après. Donc elle convient bien à la situation, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de la transition est bien. D'accord. Mais une opportunité, en français on dit une occasion. Enfin, quand on veut dire ouais, c'est vraiment une chance, c'est le moment, il faut pas rater l'occasion. D'accord. Ok. Parce qu'en français, opportun... En anglais, le mot opportun n'existe pas à ma connaissance, et donc il n'a pas ce sens de convenir à la situation. Très bien, donc voilà la transition qui est très sophistiquée. Non, elle n'est pas sophistiquée. Non, sophistiquée, c'est le mot qui ne va pas. Elle peut être complexe, si vous cherchez un peu le sens, mais sophistiquée signifie il y a un siècle frelaté ou altéré, dans le sens falsifié. Parce que frelaté, ça faisait plus penser à l'alcool. Oui.
Oui, voilà, il y a aussi le mot distillé qui peut être synonyme. Alors c'était utilisé, sophistiqué, distillé dans certains domaines. En anglais, sophisticated, ça veut dire complexe. Et donc ça arrivait en français par le fait que le mot existe, mais n'a pas exactement le même sens. Et c'était même à l'époque quelqu'un qui manquait de naturel, qui n'était pas raffiné. Sophistiqué, c'est-à-dire presque l'inverse que le sens qu'on a aujourd'hui. Alors voilà, je touche à la fin quand même. Alors on peut faire attention toujours dans l'activité malheureusement, les établissements religieux qui sont des séminaires. Ce ne sont pas une réunion d'entreprise, etc. En français, séminaire, ça veut exclusivement dire établissement religieux de formation. Donc attention à l'influence de l'anglais séminaire, qui veut par exemple une sortie en entreprise avec des réunions et des activités. La torche aussi. La torche, c'est un bon exemple. Okay. Torche, on parle de lampe torche, etc. En fait, c'est une lampe électrique, une pile électrique, ou un flambeau, avec une flamme. Mais l'anglais, ça veut dire torch, c'est bien la bonne traduction, mais en français, torche, ou plutôt le verbe torcher, ne veut pas dire la même chose. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez se torcher, etc. Ah oui, c'est un mot très familier, et torcher, ça veut même dire, plutôt à la base en familier, nettoyer, laver. Et une torche n'existait même pas en tant que telle. Okay. Voilà. On va conclure quand même là-dessus. Certains termes ont changé de sens avec tous les échanges avec le monde anglophone. Certains sont devenus différents. Mais par exemple, si tout le monde l'utilise dans son nouveau sens, comme la torche, ça ne devient plus une faute, vu que c'est l'usage majoritaire. En tout cas, pas tout de suite. Par exemple, si on parle du département ou du docteur, etc., ça reste des fautes pour le moment parce que tout le monde, ça reste une minorité qui les utilise, en tout cas au sens de certains professionnels comme les dictionnaires ou l'Académie française. Attention, parce que l'Académie française, elle dit qu'on ne peut pas féminiser un certain nombre de termes. Oui, voilà. Alors, à nous de prouver que ça devient l'usage. C'est ça. Donc, grâce à la story de Nathan, vous aurez appris certains mots comme désappointement, roulotte, quart, porte-voix. Mais la story de Nathan, depuis 2 ans, commet une affreuse erreur dans son nom. Bah oui, c'est un mot anglais. Ah là là. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Et en plus, je l'utilise, le mot story. C'est pas dans le sens que je veux dire. Par exemple, story en anglais, c'est une histoire. Bon, le mot est pour le coup un vrai ami du français, mais je ne raconte pas d'histoire. Moi, je raconte des anecdotes, je raconte plein de choses qui sont variées, on va dire. Et donc, ça rejoint un peu un autre phénomène qui est l'anglais made in France, on appelle ça. Donc, le lunch, par exemple, ou le brunch. On l'utilise pour un repas de matin, alors qu'en anglais, brunch, ça ne veut pas du tout dire ça. Ou alors le recordman, le talkie-walkie, c'est des mots qui n'existent pas en anglais, mais qui sont des mots anglais. D'accord. Ok. Voilà, donc je vous propose de renommer la story de Nathan en les galéjades de Nathan. Les galéjades de Nathan, j'adore. Pour non seulement reprendre un mot français un peu disparu. Les galéjades. Et donc, c'est pas une traduction mot à mot, ce qui est donc la cause de la plupart des changements qu'on a vus là. Et donc, ce vieux mot qui vient du provençal signifie histoire exagérée à laquelle on essaie de faire croire. Et je trouve que ça ressemble pas trop mal parce que je raconte des petites choses assez anecdotiques parfois. Mais j'essaye de, pas forcément les exagérer, mais de montrer un peu l'importance que ça peut avoir et de faire croire. Voilà. En tout cas, je vous recommande quand même le livre de Jacques Capellovici, si vous arrivez à le retrouver. Je n'ai même pas regardé s'il était encore disponible quelque part. Vous pouvez aussi vous référencer au CNRTL, qui est un organisme spécialisé dans la définition des mots. En fait, ils ont un site internet qui date du millénaire dernier, certes, mais dessus, il y a un portail lexical ultra complet, bien plus que Larousse ou Robert, etc., ou même Wikipédia, le Wiktionary.
Et donc, vous pouvez voir que j'ai recherché du coup tous les mots dont on a parlé. Okay. Alors, certains du coup deviennent l'usage et apparaissent au fur et à mesure dans ce dictionnaire, mais certains, ça n'existe juste tout simplement pas. Vous pourrez aller voir le séminaire, par exemple. Ça veut juste dire établissement religieux de formation. Voilà. Et voilà, je vous invite à consulter ce site cnrtl.fr en cas de recherche un peu poussée sur le sens de certains mots. Par exemple, les galéjades, si vous voulez vérifier ce que je dis. Bon, Bruce, toi qui t'ennuies là actuellement, tu peux modifier à peu près tout où il y a ma story, qui est en fait mes galéjades. Galéjades, avec un J, attention. Très bien, très bien. Ça vous a plu un peu ? Est-ce que c'était pas un peu trop barbant j'ai pas tout retenu, je t'avoue. Oui, là, il y avait tellement d'exemples que je ne sais vrai. plus. Mais c'est un sujet qui est assez vaste. Voilà, donc je pense que je vous reparlerai d'autres phénomènes comme ça. Alors sans prendre cette fois aux journalistes ou aux Anglais, mais il y a d'autres choses, notamment en grammaire, en vocabulaire, qui sont intéressantes à voir. Faudra faire une thématique sur la féminisation. Ouais. Le livre, en fait, date des années 90 et il aborde pas forcément ce terme. Dans les années 90. En tout cas, il me semble qu'il y avait une partie à ce propos. Alors, du coup, comme Anna, je ne retiens pas tout le truc. Mais ça part, par exemple, du genre des noms qui ont tendance à changer ou alors à pas être respectés. Mais la féminisation, il me semble ça ne concernait pas trop encore. Eliane Viennot, elle parle même de... il devait rester sur les règles de l'académie. Démasculinisation, en fait. Parce que la langue française a été très longtemps féminisée, en fait. Ça reste aussi une influence de l'anglais qui n'a même pas de masculin ou de féminin. Du coup, on traduit par défaut sur le masculin, comme le prompteur. Oui. C'est jusqu'au XVIIe siècle quand même, jusqu'au XVIIe siècle en France, on parlait vraiment de médecine, de même le mot autrice, c'était un terme qui était utilisé, qu'on utilise alors maintenant de plus en plus, mais voilà, c'était ça a pas été effacé entre guillemets. Oui. D'accord, ok. Par les académiciens. Oui, ça me dit quelque chose, ce truc, effectivement. Eliane Viennot, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, tout à fait. Allez lire. Ce qu'elle a écrit, c'est très intéressant. Okay. Très bien, donc on va... c'est dommage, je voulais faire une interlude. Est-ce que on... Comment ? Je sais pas si on a le temps. Et quelle heure ? 20h46 ? Ouais. Oh, on a toujours un peu de temps. Ouais, 21h, etc. L'université, en fait, on va faire une petite interlude. Pardon. Sud. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du Sud. Hein. Vraiment, je viens du Nord en plus. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu es prêt, Lucas, pour mettre un morceau qui est prêt Je sais pas s'il y en a un disponible. Si, Fake News, peut-être, que vous aimez tant. Encore un extrait de la scène ouverte. Quelques minutes de pause, j'en ai besoin pour vous préparer le meilleur jeu on air possible. Allez, à tout de suite. Passons au jeu on air. Tout le monde l'attend. Je vais vous expliquer très brièvement les règles ce soir. Je suis le maître du jeu et ça va être une sorte de réponse, de rapidité en fait. La réponse devrait être dite le plus rapidement possible. L'idée c'est que je vais raconter une histoire d'un point de vue pas forcément du personnage principal dans lequel on la connaît. Et le but, ça va être de déterminer de où vient l'histoire. Ou ça peut être un roman, un livre, plein de choses comme ça. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous êtes prêts ? Très bien. Je suis un gros caillou. La terre. Normalement, je reste bien sagement dans le village. Mais aujourd'hui... mon propriétaire moustachu a décidé de m'emmener en promenade. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. On a croisé des Romains. Ils ont voulu me lancer. Ah, le menhir. Astérix et Obélix. Voilà. D'accord. Très bien. Ah, parce que tu dis je, mais c'est pas... D'accord. Je suis un menhir. C'est grâce à toi. Hein. Je suis un menhir, mais il fallait trouver évidemment Astérix et Obélix. D'accord, ok. Alors, il faut que je prépare les anecdotes tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Stop. Non, Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième ? Oui. Je suis un pauvre policier, coincé dans une ville pleine de criminels, de voleurs, de magouilleurs, mais au soleil.
Aujourd'hui, tout bascule. Ce pauvre petit homme avec un accent bizarre débarque dans ma vie. Je suis assez inoffensif au début, avec des airs innocents. Mais il arrive à me rendre fou. Je peux faire rire beaucoup de gens, toute la France, mais très peu de choses échappent à ma vigilance. Chez Ch'ti ? Non, il est postier. Non. Un premier indice. Un policier dépassé par les événements. C'est un film, c'est forcément ça, non? C'est un film? Bon, je vais dire oui, pour avoir un indice supplémentaire. Dépassé par les événements. Une ville au soleil. Mars. Je suis un petit homme très excentrique et bruyant. Et je suis une comédie culte. Ah, le gendarme Ah ouais, de Saint-Tropez. Oui, D'accord. Ah oui, oh là là. Ok. Ah oui. ça peut être D'accord. assez difficile. Ok. Ça te- D'accord. C'est trop vieux pour moi. Ah, mais peut-être. Bah, j'ai hésité. Bon, je me suis dit, au pire, ça devrait aller. Oui, quand oui, même. oui. Ok. Bah, il est gendarme, il est pas policier. Mais bon. Ouais, Ça. c'est pas pareil. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il y a une nuance. Cruchot. Cruchot. Cruchot, c'est pas le Oui, Cruchot. Cruchot, ouais. Cruchot. Oh, Il est wow. gendarme. Ouais, je précise. Je suis un petit animal qui vit dans un monde paisible. Mais tout change quand un jour je rencontre une créature magique. Elle m'emmène dans un lieu où je dois affronter mes peurs les plus profondes. Et je vois même mon père mourir. Quoi? Bon, tant pis. À chaque étape, j'apprends à mieux me connaître. Je ne C'est pas- serai plus le même au bout de l'aventure. Je rencontre même 2 amis. Qui sont là pour m'aider à retrouver mon pays natal. Nemo? Le monde de Nemo? Non, il n'y a pas deux. Il n'y a que Dory. Cet animal cherche à se libérer de son passé. Mais un jour, Le Roi Lion? oui, Ah oui! Oui, d'accord. Les 2 amis, d'accord. Ah Timon ouais, et Pumba. c'est vague, Ouais. hein. Ok. Alors, c'est le but du jeu, hein, mais... oui, voilà. J'ai pas Ok. compris l'histoire d'amour. Ah oui, Bah Avec si, le Nala, oui. je sais Ah plus oui, comment elle oh s'appelle. là là, oui. Très bien. Est-ce que ça va, Epinette Est-ce que tu as la référence ou pas Non, du tout pas. Je suis vraiment dépaysé. Ah mince, je trouve des trucs plus... qu'est-ce qui peut être plus connu internationalement? Je pensais qu'un Disney, ça le serait. Un dernier. Bon, allez, un dernier, pour peut-être avoir une égalité parfaite. Pour la venue de la mission égalité. Même le fais pas en tenant compte de moi particulièrement. Choisis ce que Ah, si tu tu veux veux. participer. Franchement. Je suis pas obligé de trouver des réponses. C'est vrai, Non. tu fais ce que tu veux. Je suis un petit garçon qui ne comprend pas toujours pourquoi le monde me regarde avec des yeux surpris. Apparemment, je suis spécial, mais je ne le savais même pas. Chaque année, je me retrouve dans une école où je découvre des secrets cachés et des mystères dangereux. Harry Potter. Oui. D'accord. Ok, oui, d'accord. Bravo. Très bien. Est-ce que ça vous a plu comme jeu? Ouais, c'est mignon. Ça paraissait pas trop improvisé, ça va? T'as réussi à bien improviser. Franchement, ça va. T'as réussi Bon, à bah, bien... tant mieux alors. Parce que il est 20h58. C'est l'heure à aller dormir, c'est ça? C'est l'heure d'aller dormir, oui. Parce que Demain, il y a demain, cours. demain je me Oui, lève demain, à il y a 5 cours. heures, effectivement. 5 heures. Parce que sortie scolaire, Oh. visite d'une station d'épuration. Alors je ne sais pas si ça vous... Ça donne envie. Ça te donne aussi envie que ça, mais voilà. Ouais. Surtout qu'il faut partir, il faut se retrouver à 7 heures
dans Paris là. Donc, Voilà. Bon, alors il est temps d'aller se coucher. il va falloir aller se coucher, effectivement. En tout cas, merci aux viewers et aux vieweuses de nous avoir suivis. Mais c'est bizarre parce qu'au début, il y a quelques temps, quand même, je disais auditeur, auditrice, on le marquait partout. Je sais pas pourquoi j'ai abandonné. Il va falloir le reprendre. Ouais. Oui, on va faire attention. Voilà, comme les galéjades de Nathan. On fait Voilà, attention exactement. à son vocabulaire, etc. Merci beaucoup, Merci. Maëva, d'être venue dans cette émission. Merci à vous, chers chroniqueurs et C'est un chroniqueuses. plaisir. C'est à toi. Chroniqueuses et chroniqueurs de REC, fidèles au poste et pas net, et un peu moins pour Anna, mais on espère te revoir la semaine prochaine. Oui. Ok, Il y a très deux animaux. Merci à la régie. bien. Merci à Lucas de la régie et n'hésitez pas à aller voir les replays sur YouTube, à suivre notre Instagram rec-unif-fl pour avoir toutes les actualités, les prochains invités qui seront sûrement la nouvelle association Caribou. Oh. Et on se dit à la semaine prochaine à 19h au même endroit sur Twitch. Allez, salut!